C'est ça que j'ai fait et on est live. Hein? Toujours des petits pépins techniques puis un petit serment au cœur en disant « J'ai un invité, je veux vous le présenter. Est-ce que ça va marcher? » Ça marche et je pense qu'on est pile à l'heure, 12h15. Comment ça va tout le monde? On va attendre évidemment que les gens se greffent là. On a juste 2 personnes. J'ai un super invité la semaine passée. Merci. On a monté jusqu'à 220 personnes qui étaient avec nous, puis ça finissait plus. On a 1 heure de contenu. Et la semaine dernière, ben, je vous donnais mes trucs pour bien manger en confinement. Il y en a plusieurs qui sont à la maison. Télétravail, c'est pas facile. On a accès au garde-manger en tout temps. Donc, je vous ai donné mes trucs en rafale d'établir une routine dans votre quotidien, notamment d'avoir toujours des collations sous la main. Bref, ça fait partie des trucs qui, j'espère, vous avez mis en place puis et qui vont vous aider aussi pendant les semaines qui s'en viennent parce que je pense que le télétravail est là pour rester. Donc, on a déjà 87 personnes. J'espère en avoir 100, 150 comme la semaine dernière parce qu'on a tout un sujet aujourd'hui. On va parler de perte de poids avec un expert en kinésiologie. Il est docteur comme moi, donc détenteur d'un doctorat. En plus, il y a une maîtrise en nutrition. En tout cas, c'est quelqu'un que si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. Moi, je le suis sur ses réseaux sociaux depuis longtemps. Il vulgarise très bien. Il s'appelle Maxime Saint-Onge. On l'appelle plus communément Dr. Kin. Alors, ça sera mon invité aujourd'hui. On va parler, on va donner des trucs au niveau de la perte de poids, mais surtout, on va comprendre les mécanismes de la perte de poids. Qu'est-ce qui influence la prise ou la perte de poids? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer le gain de poids. Et c'est aussi un spécialiste qui a étudié les différentes diètes. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est sûr qu'à court terme, toute approche alimentaire de restriction va fonctionner. Qu'est-ce qui fonctionne à long terme? Donc, Dr. Kin a plein de bons renseignements. D'ailleurs, c'est son site Internet ici, drkin.com. Je vous invite vraiment à le suivre parce qu'il y a toutes sortes d'outils sur sa page. Pour les gens qui m'ont suivi à Salut Bonjour ce matin, je vais mettre la chronique sur ma page Facebook également un peu plus tard. Je parlais des intolérances alimentaires. C'est d'ailleurs pour ça que je suis maquillée aujourd'hui. Hein? J'arrive du plateau de Salut Bonjour. Donc, ça m'a permis d'avoir un beau maquillage et une coiffeuse qui est assez rare, disons, en temps de pandémie, qu'on se fait maquiller, coiffer. La semaine prochaine, notre invitée, Mélanie Marchand, vous l'aimez beaucoup, c'est une chef de grand talent. J'adore les idées de Mélanie parce que Mélanie, là, c'est jamais compliqué avec elle, la cuisine. Puis, elle nous donne des trucs de base aussi pour parfaire nos techniques culinaires. Souvent, gagner du temps. C'est fou, le temps avec ces techniques qu'elle nous fait gagner pour cuisiner. Puis, comme on manque tous de temps, ça, c'est vraiment apprécié. Alors, Dr. Kin, voilà, il est détenteur d'un bac en enseignement de l'activité physique. Une maîtrise en nutrition, il y a un doctorat en sciences de l'activité physique. Ses champs d'expertise, la physiologie de l'exercice, la dépense énergétique, la composition corporelle aussi. Il s'intéresse notamment à l'impact des interventions sur la balance énergétique et la composition corporelle. Donc, c'est tout un invité aujourd'hui. Il est docteur et je suis bien fière de vous le présenter et je l'ajoute ici. Bon, super, Maxime, Dr. Kin, merci d'être avec nous. On a 170 personnes qui sont là déjà. Attends, on a déjà des questions. Bonjour Isabelle, coucou Hélène. Écoute, plein de monde qui nous salue. Aline, Sonia. Bon, c'est tout que des beaux bonjours, des cœurs. Pouvez-vous nous parler de chirurgie bariatrique? Ah, ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre sujet. Je ne sais pas si... c'était pas prévu aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Des trucs pour les plateaux. Hey, ça, je veux qu'on en parle. On va commencer par le début, mais je veux qu'on revienne là-dessus parce qu'à un moment donné, les gens se pèsent, ça bouge pas. Puis il y a plein de facteurs qui explique pourquoi ça bouge ou ne ça bouge pas. Et ça, on va vous expliquer ça aussi. Je veux vous dire aussi qu'on a lancé des webinaires
c'est aujourd'hui le lancement parce que vous avez beaucoup de questions sur plein de sujets. Et j'ai pensé demander à des profs, donc Maxime, c'est un professeur aussi, que des PhD, de venir vous transmettre leur savoir, leur connaissance. Alors, moi aussi, je vais faire un webinaire. Maxime a fait 2 webinaires où on apprend tellement, même moi, j'ai appris des choses, sont en vente actuellement sur notre boutique. Et au niveau des webinaires, je vais vous montrer ça ici. Si vous voulez jeter un coup d'œil tantôt sur la boutique, webinaire, 2 webinaires, donc qui concernent la perte de poids. Donc, mieux comprendre les mécanismes, les facteurs qui nous font manger, qui nous font dépenser davantage et puis s'attarder sur les diètes les plus populaires aussi. Et ça, je reviendrai. Je vais remettre l'autre bannière ici un peu plus tard. Bon, bienvenue Maxime. Merci. Wow! Écoute, je voulais commencer la perte de poids, là. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Ça me semble très compliqué. La réponse, c'est simple et c'est compliqué. À la base, c'est excessivement simple. Dans le fond, pour induire une perte de poids, il faut que le corps soit exposé à un déficit énergétique pour une période plus ou moins prolongée. Ça, c'est démontré, c'est reconnu, c'est presque aussi solide que la gravité. Donc, c'est ça. Fait que ça peut paraître très simple de dire si je dépense plus de calories que j'en consomme pendant une période prolongée, je vais perdre du poids. Donc, par exemple, moi, mes besoins sont à 2000 calories. Si je me mets à manger 1500 calories tous les jours, est-ce que c'est encore vrai, cette théorie-là, que je vais perdre 1 livre par semaine parce que je suis en déficit de 500 calories par jour, donc je vais perdre grosso modo dans ma semaine 3500 calories? Mathématiquement, c'est vrai. À peu près vrai, disons. Mathématiquement, c'est à peu près vrai. Dans la réalité, l'organisme est fait de plusieurs réservoirs d'énergie. Ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous égaux. Alors, quand on crée un déficit énergétique, on va puiser dans ces différents réservoirs-là. Et il y a du gras, il y a aussi du sucre qui est stocké dans les muscles et dans le foie. Alors, le 3500 calories, c'est à peu près si on brûlait environ 1 livre de gras. Mais quand je suis en déficit calorique, mon corps, il va aller chercher dans le gras, il va aller chercher un petit peu dans le sucre, puis aussi un petit peu dans les protéines. Fait qu'il va se servir où c'est le plus adéquat pour lui. Alors, et ça, j'imagine que ça dépend du type d'alimentation qu'on a, du type de réserve de sucre dans notre foie, dans nos muscles. Donc, ça dépend de plein de facteurs, en fait, là. Exact. Personnellement, le 3500 calories de déficit, comme je disais, sur papier, c'est super intéressant, mais dans la vraie vie, c'est pratiquement impossible, d'être certain qu'on atteint ce déficit-là parce qu'on a des marges d'erreur pour déterminer combien de calories on mange et aussi combien de calories on dépense. Donc, ça vient rassurant sur papier, mais dans la pratique, moi, je pense que j'ai jamais réussi à créer un déficit de 3500 calories pile à quelqu'un parce que, je suis pas capable de le mesurer. Puis, 2, même si on réussissait à le faire, la perte de poids serait probablement un peu plus élevée que 1 livre parce que, entre autres, le sucre qui est dans les muscles est stocké avec de l'eau et tout ça. Fait que dans le fond, c'est très général. Ça permet de conceptualiser les choses. Dans la pratique, c'est pratiquement impossible à atteindre ou à être sûr qu'on le fait. Puis si on dit, bon, ben je veux pas trop me priver, 500 calories par jour, ça peut être un gros muffin du commerce, ça peut être une frite moyenne. Mettons, tu dis, bon, ben moi, je mange déjà bien, je vais aller diminuer un petit peu mon apport calorique. Donc, je coupe mes 2 biscuits au chocolat que je mange le soir, je vais prendre juste mon verre de lait. Mais je vais dépenser plus. Donc, je vais bouger tous les jours, je vais dépenser 200, 300 calories. Est-ce que je suis mieux de faire ça, couper genre 250 calories dans ce que je mange et bouger une marche de 30 minutes avec des intervalles pour dépenser 250 calories? Ça va-tu être le même résultat sur la perte de poids que de couper juste dans l'alimentation? Bien, d'un point de vue énergétique, si mon corps fait face à un déficit de 500 calories, les résultats devraient être sensiblement les mêmes. La différence, c'est que dans le processus de perte de poids, si je fais juste couper mes calories,
Ben, un, je ne bouge pas, et ça, c'est un facteur important. Puis deux, c'est certain que j'améliorerai pas ma condition physique. Donc, c'est deux éléments importants. Fait que je peux perdre du poids, mais être plus sédentaire, qui est problématique pour la mortalité, et je peux être moins en forme, ce qui va faire en sorte que je vais peut-être moins capable de dépenser des calories dans ma journée. Parce que monter des marches d'escalier, ça va peut-être devenir plus difficile qu'avant, donc je vais peut-être être plus susceptible de prendre l'ascenseur. Alors, dans tes webinaires, tu parles de la distinction entre exercice et activité physique. Explique-nous la distinction entre les deux. D'ailleurs, on a 210 personnes qui sont là. Merci tout le monde d'être au rendez-vous. Je vous rappelle que c'est Maxime Saint-Onge. Il est docteur. On l'appelle Dr. Kin et il y a sa plateforme drkin.com. Donc, c'est ça, l'exercice, l'activité physique, ça, c'est même dans la littérature scientifique, les chercheurs vont utiliser les termes de façon interchangeable et c'est vraiment deux choses reliées, mais quand même avec une certaine distinction. L'exercice, c'est des activités qu'on va faire dans le but d'améliorer notre condition physique ou notre santé. Ça peut être du sport, donc c'est des choses qu'on va faire, puis le seul objectif, dans le fond, c'est d'être en meilleure santé, en meilleure forme physique. L'activité physique, c'est la grande famille de tout ça. Dans le fond, l'activité physique, c'est toutes les contractions musculaires qui vont élever notre dépense énergétique au-dessus de notre état de repos. Donc, se brosser les dents, c'est de l'activité physique, mais c'est pas de l'exercice. C'est ça. Donc, c'est important de faire la distinction parce qu'on peut augmenter son exercice quotidien, mais on peut se trouver à diminuer son activité physique aussi. Alors ça, c'est critique dans un processus de perte de poids. J'aime ça parce que tu m'amènes, beaucoup de gens vont commencer, bon, je veux perdre du poids, je vais me mettre à bouger. Ils regardent pas trop le contenu de leur assiette, ils commencent par dire, moi, je bouge 5 fois semaine, je vais dépenser des calories. Et tu regardes le résultat sur la balance, ça fonctionne pas tout le temps. Il y a plein de bénéfices à bouger. Mais là, tu m'amènes à te demander pourquoi l'activité physique seule peut ne pas marcher dans le cadre d'un désir de perte de poids. Oui. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont beaucoup utiliser l'exercice comme stratégie pour perdre du poids. Et on avait fait il y a quelques années un projet de recherche là-dessus. On avait pris des gens qui faisaient 3 mois qui ne s'entraînaient pas. Et on avait commencé à les entraîner 3 fois semaine. De la musculation puis du cardio. Un entraînement quand même assez difficile, 1 heure à chaque fois, un bon entraînement. Et ces gens-là, on avait mesuré à l'aide d'appareils tout ce qu'ils faisaient minute par minute quand ils étaient sédentaires, quand ils ne s'entraînaient pas, et quand ils ont commencé à s'entraîner. On les entraînait pendant 2 semaines. Pour faire une histoire courte, à la fin des 2 semaines, on leur posait la question, est-ce que vous êtes plus actif qu'avant? 100% des participants nous ont dit, ben oui, je suis bien plus actif qu'avant, je m'entraîne 3 fois semaine. Sauf que les mesures qu'on avait faites au niveau de l'activité physique, on avait presque la moitié des gens de l'étude qui faisaient moins d'activité physique sur 24 heures, bien qu'ils faisaient plus d'exercice qu'avant. Mais ces gens-là étaient convaincus qu'ils bougeaient plus. Oui, je comprends parce que si tu vas t'entraîner pendant 1 heure, tu n'as peut-être pas le goût de sortir la balayeuse le soir pour passer l'aspirateur ou d'aller prendre une petite marche que pour toi, c'est peut-être pas de l'exercice, mais tu laisses tomber parce que finalement, tu es fatigué. Donc, grosso modo, tu finis par moins bouger. Puis, est-ce que l'activité physique va influencer le niveau d'appétit aussi? Exact, ça va jouer là-dessus, c'est-à-dire que si je vais augmenter beaucoup mon activité physique, peu importe comment, que j'aille prendre plus de marche, que je prenne plus l'auto pour aller travailler ou que je fasse de l'exercice, mais plus je vais augmenter ma dépense énergétique, plus ça a tendance à stimuler l'appétit, plus je vais avoir faim. Alors ça, si je coupe beaucoup les calories, je me dis là c'est janvier, je coupe les calories, je vais manger 1200 calories par jour, je vais perdre du poids, je commence à m'entraîner, puis je vais aller promener le chien à tous les jours. Ça se peut que le 1200 calories soit particulièrement pénible parce que l'appétit va augmenter. Alors, ça peut rendre ça plus difficile d'être assidu là, à suivre, d'avoir une certaine discipline que je vais mettre en guillemets parce que c'est plus une question de volonté. C'est physiologiquement, l'organisme, il y a un besoin de manger. Alors, ça aussi, c'est des éléments qui sont importants à considérer. Donc, puis aussi, le gros problème qu'on a là-dedans, c'est qu'on ne mesure pas grand-chose. On ne sait pas exactement combien de calories on mange. On y va, j'ai mangé à ma faim ou c'est à peu près ça. On n'a bien souvent aucune idée des calories qu'on dépense sur une journée. Alors, des fois, on a l'impression qu'on ne change rien, mais on a changé beaucoup. Donc, ça se peut que le poids, il reste pareil. On se dit, je ne comprends pas. Je fais la même chose qu'il y a 2 semaines, puis là, j'ai pris du poids.
pour faire des mesures de dépenses énergétiques, là, pour en mesurer là, plein de gens, j'ai jamais personne qui a 2 journées pareilles dans sa vie. C'est jamais arrivé que j'ai quelqu'un qui dépensait 2300 calories le mardi puis 2300 calories le mercredi. C'est jamais. Il y a plein de. Quels sont les facteurs, justement, qui vont expliquer notre dépense énergétique, là? Bon, parle-moi du métabolisme, thermogénèse et compagnie. Ouais. Dans le fond, les calories qu'on dépense, on peut diviser ça en 3 catégories. On a le métabolisme de repos. Ça, c'est le nombre de calories qu'on a besoin pour rien faire. Pas de digestion, pas de contraction musculaire. Je suis couché dans un lit, je fais rien, j'ai 2 yeux ouverts. Combien je coûte en énergie? Après ça, il y a ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire. Ça, c'est le coût de digestion, d'assimilation des aliments. Chaque fois que je vais manger quelque chose, ben, il y a des processus métaboliques qui digèrent ça, puis il y en a qui coûtent de l'énergie. Oui, et puis là, ça va être distinctif selon si je mange des protéines, des glucides ou des lipides. Exact. C'est ce qu'aborde dans le webinaire. Là. Oui, on en parle aussi, la fréquence des repas. Les gens disaient, entre autres, là, si tu manges plus de repas, ça va avoir un impact. Donc, tout ça, on y répond là, dans le webinaire, de vraiment clarifier les choses là-dessus. Puis, on a aussi le compartiment de l'activité physique, comme on a défini tantôt, là, toutes les contractions musculaires qui font qu'on bouge. Alors, ces 3 compartiments-là, c'est ce qui détermine combien de calories on dépense. Traditionnellement, en perte de poids, on a mis beaucoup l'emphase sur le métabolisme de repos, en disant c'est ça qui est super important. Mais étrangement, c'est un des compartiments qui est le plus constant. D'une journée à l'autre, c'est à peu près pareil, à moins qu'il y ait des facteurs vraiment importants. Là. Par exemple, je suis brûlé sur 80% de mon corps. Ben oui, là, mon métabolisme, ça va pas bien, il faut qu'il récupère, ça coûte très cher. En temps normal, là, comme un des mortels qui n'est pas malade, c'est relativement constant. Là. Ça passe pas du simple au double. Quelqu'un qui va perdre beaucoup de poids, je pense à Keith Pergane, là, le biggest loser aux États-Unis. Tu sais, quand tu perds 200, 300 livres, on s'entend qu'après cette perte de poids-là, on n'a plus le même métabolisme qu'on avait avant l'émission. C'est un métabolisme qui est plus faible parce qu'il y a moins de masse musculaire, il y a moins de poids à supporter. Là. Exact. Puis ça, c'est le déterminant le plus important du métabolisme de repos, c'est le gabarit. Exact. Si on a 200 personnes dans une salle, la personne qui a le plus gros métabolisme de repos, c'est fort probablement la personne qui est la plus lourde. Oui. Donc, à peu près. Là, si on a prendre un pari, moi, je vais parier sur la personne qui est la plus lourde. Alors, c'est un déterminant très important. Question ici de Sylvie. Je ne sais pas si tu vois les questions de ton Oui. Bon, on parlait de comment calculer les calories. Tu sais, c'est sûr que c'est très difficile parce qu'on ne mange jamais la même chose. Qu'est-ce que tu en penses de FitnessPal? Bien, c'est un outil qui peut être intéressant. Ça dépend toujours quelle vocation on attribue à l'outil. Je donne toujours l'exemple, un tournevis pour planter des clous, ça va vraiment pas bien, mais ça fait pas que c'est un mauvais outil. MyFitnessPal, n'importe quelle application qui nous permet, qui contient une banque d'aliments, qui nous permet de quantifier, ben, ça peut nous favoriser une prise de conscience sur qu'est-ce qu'on mange. Si on a en tête d'être hyper précis pour déterminer combien de calories on consomme, on oublie ça. On ne pourra pas être précis. Là. La variation, c'est facilement plus ou moins 200-300 calories par jour. Exact. Comme outil de sensibilisation, je trouve ça bien parce que des fois, on ne se rend pas compte de petites erreurs qu'on fait dans le quotidien qui, sur l'année, peuvent avoir un impact réel, des petits bonbons qu'on mange, etc. Oui, mais de le faire systématiquement tous les jours, je trouve que ça peut entraîner une obsession du calcul de calories, de la culpabilité dès qu'on sort de notre cadre, genre je dois manger 1500, oh my God, j'ai mangé 1800, je vais prendre du poids. Puis tu sais, ça peut amener une relation avec les aliments perturbés. Fait que c'est rare que je vais encourager ça à long terme. Des fois au début ça va, mais à long terme ça peut peut-être être moins sain. J'ai une autre question pour toi ici de Lynn Sabourin. Est-ce qu'on doit calculer le nombre de pas, exemple 10 000 pas par jour? C'est-tu un bon indicateur de notre dépense énergétique? C'est exactement la même chose que pour MyFitnessPal puis les apports. C'est-à-dire que si on cherche à être absolument précis, à savoir est-ce que j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, 10 002, 10 000... On ne peut pas avoir une précision avec ces outils-là. Puis chaque outil qu'on va utiliser, que ce soit un podomètre, le téléphone, un accéléromètre, les Fitbit de ce monde, etc., ils ont toutes une variabilité dans la mesure. Alors, si je me dis, est-ce qu'à 10 000 pas, je suis correct? Ça se peut que oui, ça se peut que non.
L'important, c'est de voir la tendance. Objectif. Moi, j'aime bien parce que tu dis, bon, j'essaie d'avoir 10 000. Si ça se trouve, c'est 9 000, mais c'est déjà super bien. Puis s'ils se sont trompés, puis c'est 11 000, ben c'est déjà bien, tu sais. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui ont besoin d'objectifs. Puis je comprends tout à fait des objectifs d'avoir son 10 000 pas par jour, etc. Fait que ça peut peut-être motiver. Ah, c'est bon. J'ai mangé le saumon en croûte de sésame. C'est mon plat, ça. Merci pour les bons commentaires. On a Nadine ici pour Fitness Sport. Elle ne suit pas à la calorie près, mais ça m'aide à savoir si je mange trop, tant qu'on a une certaine souplesse. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir la tendance. Autant pour les pas que ce qu'on mange, de voir est-ce que ça se ressemble d'une semaine à l'autre. Ou des fois, ça peut être intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y a des journées que je suis à 5 000 pas, d'autres journées, je suis à 25 000? Puis qu'est-ce qui explique ça? Ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. C'est vrai. D'analyser autour de ça. Je pense qu'il y a une bonne question d'Elisabeth pour toi. Oui, perte de poids versus perte de gras. C'est clair que c'est pas la même chose. On parle de composition corporelle. Si je peux caricaturer, si je me coupe une jambe, je vais perdre du poids, mais c'est pas nécessairement souhaitable. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect quantitatif à la perte de poids, puis on pourrait dire qu'il y a un aspect qualitatif aussi. Une personne qui a une masse grasse trop importante, bien, on veut qu'elle diminue sa masse grasse, on veut que la perte de poids soit là-dessus. On met l'emphase sur le poids parce que c'est quelque chose qui est relativement accessible à mesurer dans un premier temps. Puis sur le long terme, dans la majorité des cas, c'est révélateur d'une perte ou d'un gain en gras, dans la majorité des cas. Sauf que si on a les moyens, les outils pour aller un peu plus loin, puis quantifier qu'est-ce qu'on perd exactement, ça aussi, c'est intéressant. On veut prioriser une perte de masse grasse parce que l'excès de masse grasse, c'est ça qui est problématique pour la santé. L'excès de masse musculaire, si on veut, est moins problématique pour la santé. C'est rare que ça arrive. L'IMC, pour toi, pas trop, mais tu seras en faveur qu'on s'achète une balance avec impédance qui mesure notre pourcentage de gras, par exemple. Ben, moi, j'exclus pas. J'essaie d'être le plus inclusif possible. Moi, l'IMC, je vais le regarder. Si mon IMC est à 33, donc 33, ben, je serais considéré comme un obèse, bien, à ce moment-là, je vais voir, est-ce que ça me représente, est-ce qu'effectivement, j'ai d'autres signes avant-coureurs que je souffrirais d'obésité? Non, parce que je suis un culturiste professionnel, puis j'ai 4 de gras. Je vais dire, ah ben OK, donc l'IMC, pour moi, je vais en prendre, je vais en laisser. Je vais aller voir plus la composition corporelle. Mais je ne mettrai pas systématiquement de côté l'IMC en disant, ah, ça, c'est pas bon. T'sais, moi, j'ai souvent entendu le classique, j'ai des gros os. Les gros os, moi, j'en ai fait des mesures d'ostéodensitométrie, là, puis le plus gros squelette que j'ai jamais vu, c'était quelque chose comme 7-8 kilos. C'est un joueur de rugby qu'on appelait monsieur. Non, c'est ça. Fait on s'entend, on se donne souvent des excuses. J'ai des gros os, mais ça explique très peu la différence. J'ai d'autres bonnes questions ici. J'ai changé mon alimentation, Manon, et je perds du gras, mais pas de poids. Donc, peut-être que la masse musculaire augmente. Ça se peut-tu? Ça se peut. Si aussi, à la première chose, il faut voir comment on détermine que le gras s'en va. C'est ça la première chose. Parce que malheureusement, dans les méthodes qu'on utilise pour déterminer la quantité de gras, il y a de la variation. Je regarde une bioimpédance, par exemple, pour mesurer le pourcentage de gras, les balances à laquelle tu faisais référence. Moi, je me suis pesé sur une journée, 10 heures consécutives, puis mon pourcentage de gras est passé de 14 à 19 dans la même journée. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que l'outil n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut que je sois conscient qu'il peut y avoir une certaine variabilité. Il ne faut pas que je m'en fasse si une journée, ça indique que ça a changé. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qui change, comprendre la mesure qu'on utilise, est-ce qu'elle reflète bien la réalité. Puis si on perd pas de gras, puis effectivement, on perd de la masse musculaire dans un processus de perte de poids, c'est hautement problématique. Parce que normalement, il y a une perte de gras, puis ça se peut qu'il y ait une perte plus ou moins importante de masse musculaire aussi. Ça peut être normal dans le scénario. Mais juste une perte de poids puis une quantité de gras qui reste la même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en quelque part, soit dans la mesure, soit dans le processus. Ah, effectivement, il faut aller pousser plus loin. On a prise de mesure, les gens, oui, les mesures, nous, on ne les fait pas, mais les kin le font.
quel nom de balance peut-on suggérer qui serait fiable? Ça, c'est une question de Patty. Si on veut mesurer juste le poids, moi, ce que je conseille, c'est à peu près n'importe quelle marque, mais d'en acheter deux. Donc, une balance à peu près à 40 $, on en achète deux, et je me pèse sur une, puis ensuite, je me pèse sur l'autre. Mais ça entretient pas un peu l'obsession d'avoir la mesure parfaite dans le sens où tu dis, tu penses que ça peut entraîner un trouble peut-être une relation problématique avec son poids ou… Bien, ça, c'est toujours, il y a deux côtés à voir ça. Moi, l'utilisation de deux balances, c'est pas pour être précis à la virgule près, c'est pour être certain que ma balance, elle fonctionne bien. Parce que la journée que ma balance, elle ne fonctionnera pas bien et qu'elle va me dire que j'ai 3 kilos de plus, je vais être certain que c'est parce que j'ai réellement 3 kilos de plus et non pas parce qu'elle, aujourd'hui, a décidé ça. Alors, quand on utilise deux pèse-personnes, on peut le savoir s'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, qui est plus calibré. Donc, c'est plus pour ça. Donc, c'est pas dans le but d'être précis sur le poids, mais plutôt dans le but d'avoir une meilleure validité. Est-ce que mon appareil fonctionne bien? Exact. Je suis curieuse, la fréquence des pesées. Combien de fois vous pesez, là, les gens, on a encore 213 personnes. Est-ce que vous pesez tous les jours, une fois semaine, une fois par mois ou jamais? Vous n'avez pas de balance parce que vous, ça génère de l'anxiété. Donc, je serais curieuse de voir vos réponses. Ça, c'est intéressant ici. Denise. Est-ce que l'âge, la ménopause, d'autres éléments peuvent faire en sorte qu'on gagne du poids qui est difficile à perdre? Oui et non. C'est-à-dire qu'en vieillissant, il y a une diminution de la condition physique qui est observée au sein de la population. C'est pas une obligation. Il y a des gens qui sont… Moi, j'ai toujours en tête un homme de 77 ans qui m'a dépassé lors du marathon d'Ottawa. Moi, je trouvais ça pas juste parce qu'il avait eu 40 ans de plus pour s'entraîner que moi. Donc, l'âge, ça peut être un facteur. Donc, dans l'ensemble, pour la population, plus on vieillit, moins on a tendance à être en forme. Ça peut jouer. La ménopause, étrangement, mon doctorat, c'est avec des femmes en ménopause, puis c'est pas systématique. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas plus de difficultés pour perdre du poids pour une femme ménopausée qu'une femme qui n'est pas ménopausée. Donc, ce n'est pas une condamnation, la ménopause. Il y a beaucoup d'éléments qui changent à la ménopause qui ne sont pas uniquement des choses physiologiques. Par exemple, c'est aussi généralement proche de la retraite dans certains cas. Fait qu'on peut avoir un changement de « je ne travaille plus », je suis à la maison maintenant, donc j'ai plus de déplacement. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je dirais de ce que j'ai observé, c'est très subjectif comme observation, les bouffées de chaleur qui perturbent le sommeil sont probablement l'effet qui joue le plus sur le poids. Je suis d'accord. C'est vraiment ça. Je suis moi-même en ménopause depuis 3-4 ans. Et puis, c'est l'insomnie reliée aux bouffées de chaleur et tout ça qui nuit énormément au sommeil. Là, évidemment, le matin, as-tu le goût d'aller t'entraîner? Moi, mon entraîneur qui m'attendait tous les matins à 7 heures, écoute, t'as pas dormi de la nuit, là. Fait que, tu sais, l'entraînement prend de bord. Là, tu es plus fatigué. Ça joue sur les hormones de faim, satiété, la leptine, la gréline. Tu as le goût de manger plus de sucre. Fait que finalement, tu te retrouves à manger beaucoup plus de tous les glucides puis de bouger moins. Fait que finalement, tu gagnes 10 livres. Tu sais, fait que c'est… Si tu avais la même chose à 20 ans, si tu ne dormais plus à 20 ans pour des périodes prolongées, ben oui, tu aurais plus faim aussi, puis tu bougerais moins. Fait que c'est pas tant directement la ménopause que l'effet indirect sur le sommeil. Effectivement. Moi, je travaille beaucoup mon sommeil. Ça marche moyen, mais si j'ai un truc à vous dire. Bon, j'ai les réponses pour la pesée. Hélène qui nous dit 3 fois semaine. Je pense que le poids varie beaucoup. Hein. Vous pesez lundi matin. Chaque gramme de glucides s'entrepose avec 3 grammes d'eau. Vous allez manger des pâtes, un risotto la veille ou on mange une belle lasagne au four. Ça se peut qu'on pèse un peu plus le lundi. La plupart, c'est une fois semaine. Il y en a qui se pèsent jamais ou rarement. Il y en a que c'est tous les jours. Tous les jours, moi, je trouve que ça varie trop le poids d'une journée à l'autre. Et pour avoir fait presque 30 ans de clinique, mes clients où on voyait un +2 là, sur la balance, ça les déstabilisait complètement. Leur journée n'était pas belle. Souvent, le midi, il y avait une belle salade, mais là,
tant qu'à avoir pris 2 livres. Parce que c'est pas nécessairement 2 livres de gras, mais de voir le plus 2 pouvait affecter leur lunch, de dire, crème, on va se commander de la pizza, parce que tant qu'à avoir engraissé puis avoir fait plein d'efforts, au diable le régime, tu sais. Exact. C'est vrai, c'est toujours la relation qu'on a avec le poids. Tu sais, moi, je peux me peser aux 5 minutes dans une journée, je trouve ça le fun parce que je suis fasciné par les fluctuations du poids. C'est pas problématique, ça me met pas de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ça me fascine. Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui de voir le chiffre, c'est associé à quelque chose. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour justement explorer des avenues en psychologie. Tu sais, c'est juste un poids, c'est juste une quantité. En quoi on se définit par ça? Fait que je trouve que ça ouvre des belles portes à travailler là, sur des aspects psychologiques de pourquoi on a une relation comme ça avec notre poids. Puis la balance, c'est juste un outil de mesure. C'est pas méchant, c'est pas gentil, c'est neutre. C'est nous qui donnons une connotation, puis pourquoi on donne ça, ça peut être intéressant d'explorer ça. Oui, puis on a un bon commentaire, là, je l'ai perdu, une dame qui disait, parce qu'on a plein de gens là, qui écrivent, je me pèse juste en compagnie de ma nutritionniste parce que c'est devenu une obsession. Et moi, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Vous avez un entraîneur, vous avez une nutritionniste. Pesez-vous en présence de votre professionnel parce que nous, on est là pour nuancer la valeur. On est là pour justement vous expliquer les réserves de glycogène, l'eau, les variations hormonales, comment ça influe sur le poids. Et souvent, ben on sort de là puis on est moins à terre que si on s'était pesé tout seul à la maison, qu'on se retrouve avec un chiffre de +3 et qu'on comprend pas. Donc, il y a même des clients, moi, j'ai volé la balance, j'ai caché ça à mon bureau, je dis non, pas de balance chez vous parce que ça génère de l'anxiété et je veux pas ça dans le traitement qu'on a actuellement. Si on veut que l'outil, si je peux me permettre, on veut que l'outil soit un plus. Puis moi, ce que je donne souvent comme conseil, c'est plus ou moins 1 kilo, là, plus ou moins 2,2 livres, c'est pas un changement de poids. C'est ça. Ça peut être une fluctuation qui est totalement indépendante du gras et du muscle qu'on a. Puis j'ai toujours l'illustration, le transit intestinal, selon ce qu'on a mangé, ça peut prendre 72 heures. Fait que même si on est le matin à jeun, il reste quand même du trafic. Et ça joue toujours un peu. Fait que ça donne à rien de tirer, se couper les cheveux en 4 là, parce que ça a bougé de 1 livre. On regarde les tendances. Puis moi, ce que j'aime bien comme outil, c'est maintenant que les balances intelligentes. Moi, des fois, les gens qui ont une mauvaise relation avec la balance, je leur dis, mettez un ruban sur l'indicateur pour ne pas voir le chiffre. Dis-moi tous les matins. Et le dimanche matin, par exemple, puis moi, je vais faire des fois avec un Zoom, on est ensemble, puis on regarde. Je vais vous demander, c'est quoi votre prédiction pour la semaine? Vous allez me dire, comment votre poids a évolué cette semaine? Est-ce que vous pensez que vous avez perdu et pourquoi? Fait que là, moi, ça me donne des outils. De dire, je pense parce que j'ai mangé beaucoup, j'ai pas bougé, je me suis pas entraîné, je me suis entraîné plus. Puis là, après ça, les balances intelligentes, ce qui est merveilleux, c'est que ça synchronise dans le téléphone. Wow! Et là, on a le résultat de la semaine. Donc, la personne, pour la première fois, le dimanche, elle regarde, elle fait comme finalement, j'ai perdu 2 livres. J'étais sûr que j'avais 5 livres. J'étais ouais. C'est des bons outils pour travailler là, ça. Puis on se pèse, en tout cas, c'est toujours très individuel là, comme approche, là, mais ça, j'aime ça, c'est le fun, puis de pas voir le chiffre tous les jours, là, c'est vraiment intéressant. Annie, j'aime bien Annie Pelletier ici qui nous dit, long commentaire, je me pèse quand je constate que mon pantalon est plus juste, une bonne idée pour valider si ça ressemble à mon dernier poids. Mon but est pas d'en ajouter. Tu sais, des fois, c'est bien, c'est de dire, je suis au maintien, tu sais, pas nécessairement en perte. Chaque fois que je veux me mettre à l'entraînement, je mets à avoir une douleur qui me limite. Ouais, ça, effectivement, les douleurs, j'en ai moi-même aux genoux, entre autres, ça limite l'activité. Je vous conseille vraiment de voir justement un kinésiologue, un vrai spécialiste, parce que c'est pas tous les coachs en activité physique qui ont la certification de kinésiologie ou du moins une certification, je connais pas toutes les certifications, mais ça prend une vraie certification, s'assurer qu'on connaît le corps humain, les douleurs, puis d'adapter l'activité physique en fonction de vos douleurs. Et vous me parlez de collation en soirée. Annie, je reviendrai sur le sujet, les rages le soir, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un live juste là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Le genre de balance dont tu parles, les gens adorent. Où on achète ça? Les grandes surfaces de commerce d'appareils électroniques vont les avoir. Les compagnies qu'il y a Cardio, Cardio,
Withings, Garmin, Fitbit, Nokia. Donc, ils ont tous des appareils qui sont relativement similaires. La seule chose que je voudrais te faire attention, c'est les mesures de pourcentage de gras qu'ils donnent. C'est très, très approximatif. Donc, faire vraiment attention, là, ça prend vraiment un professionnel compétent qui connaît ce type de mesures-là parce que il y a beaucoup d'hypothèses qui sont assumées là-dedans dans ces mesures-là. Il faut vraiment connaître ça. C'est pas parce qu'on a payé 400 $ notre balance puis qu'elle donne un chiffre qui est valide. Fait que faites attention à ça. Utilisez-les pour le poids, c'est la meilleure des choses. Denise qui nous dit, bon, vous parlez de diète, j'aime mieux parler de bonnes habitudes alimentaires, effectivement. C'est le cas, on essaie de changer nos habitudes de vie, on en a parlé la semaine dernière. Faut vieillir en santé, profiter de la vie, absolument. C'est pour ça que moi, il n'y a aucun aliment interdit. On peut manger de tout sans culpabilité, hein. C'est juste une question de fréquence de consommation. Merci pour votre super vidéo. Je pratique le yoga, ça fait du bien, c'est zen, ça fait de l'étirement, c'est vraiment intéressant. Merci pour votre partage. Je regarde, j'ai d'autres. Hey, Maxime, on a tellement de questions, là. Regarde, j'essaie de toutes les prendre, mais il y en a beaucoup. Si après plusieurs, c'est Marc-Josée, si après plusieurs diètes, la perte de poids semble très ralentie, comment c'est mon métabolisme? C'est super intéressant parce que ça, c'est ce qu'on appelle le gros terme scientifique, c'est les mécanismes compensatoires qui vont arriver là, suite à une perte de poids. Ce qui est sûr, quand je perds du poids, il y a de la matière, des cellules qui s'en vont, là, que ce soit du gras, du muscle, ça part. Et ça, c'est des calories de moins. Donc, dès que je perds du poids, c'est sûr que mon métabolisme, il est plus bas parce que j'ai moins de cellules à faire vivre. Donc, ça, c'est inévitable. Et on n'a pas cherché à le booster ou à le stimuler comme tel. Il est tout à fait normal, il va bien comme ça. Puis c'est pour ça que le volet peut-être le plus important lorsqu'on parle de diète, de diminution de la dépense énergétique, c'est le volet activité physique, comme on l'a défini tantôt. Parce que mon métabolisme, il va diminuer si je perds du poids, puis plus je réussis à perdre du poids, plus c'est normal qu'il diminue. Donc ça, c'est pas un problème, c'est la réalité. Alors, lorsque je vais faire de l'activité physique, là, je peux contrebalancer cette diminution-là, puis je peux maintenir une dépense énergétique plus élevée. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui arrivent à des plateaux ou des gens qui vont commencer à reprendre du poids, le déterminant le plus important, un des plus importants dans le top 3, c'est l'activité physique sur 24 heures. Comment vous bougez sur l'ensemble de la journée? On remarque que plus les gens sont actifs sur 24 heures, que ce soit avec de l'entraînement, d'aller promener le chien, faire du ménage, peu importe, là. La somme des activités physiques sur 24 heures, c'est ce qui prévient le plus le regain de poids et c'est ce qui peut favoriser un peu le passage un peu plus aisé d'un plateau vers une poursuite de la perte de poids. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est pas un facteur, le métabolisme de repas à considérer, à moins d'avoir des conditions médicales comme de l'hypothyroïdie ou des choses comme ça. C'est pas intéressant de commencer à essayer de cibler le métabolisme de repos. L'activité physique est naturellement beaucoup plus variable, donc on peut beaucoup plus l'augmenter facilement, là, sans se dépeigner, sans gros efforts. OK, génial. Je pense que ça répond à plusieurs questions. Là, j'ai mis le lien ici pour les webinaires avec Dr. Kin. Il y en a 2. Vous avez le choix d'acheter le webinaire en solo ou en duo. Évidemment, il y a un rabais. Aujourd'hui, on a 10 $ de rabais sur les 2 webinaires. Donc, celui de votre choix, tu pourras peut-être nous expliquer la différence. Donc, le webinaire est à 39,95 au lieu de 49,95. C'est 1 heure de contenu, mais énormément de contenu où tu donnes, moi-même, j'ai appris, on apprend tellement si la perte de poids, tous les mécanismes qui nous font manger plus, dépenser plus, vous intéressent. Deuxième webinaire, c'est toutes les diètes, les meilleures, la chrononutrition, le jeûne intermittent, etc. Quelle est la meilleure? Qu'est-ce qui donne le plus de résultats? Ça aussi, c'est fascinant. Si vous voulez les 2, et on a un prix spécial aujourd'hui. Donc, on a un très bon rabais. Au lieu de payer 100 $, c'est 59,95 pour les 2 webinaires. Et je pense que les gens veulent savoir plus que jamais, veulent comprendre les mécanismes
toute la composition corporelle aussi, qui est quelque chose qui soulève énormément d'intérêt. Qu'est-ce que tu présentes d'autre dans ces webinaires-là? Dans le fond, c'est que, tu sais, moi, je me base sur l'aspect que la connaissance, c'est peut-être le meilleur outil qu'on peut se donner pour gérer son poids, son mode de vie. Et je remarque que il y a beaucoup de lacunes, il y a des forces au niveau de la population dans les connaissances, tu sais, que le commun des mortels me parle de métabolisme de repos au ralenti, ou ça. C'est des connaissances extrêmement pointues, mais il y a des connaissances de base qui sont peut-être pas là associées à tout ce qui est dépenses énergétiques, tout ça. Alors, c'est important d'essayer de meubler un petit peu cette pièce-là de connaissances pour que les gens soient mieux outillés pour comprendre et ne pas suivre aveuglément une diète parce qu'on leur dit qu'elle fonctionne ou suivre aveuglément un entraînement parce qu'on leur dit que ça fonctionne. On veut que les gens comprennent et dire, ben, pourquoi, c'est quoi les critères qui font en sorte que ça va être efficace? Est-ce que cette diète-là répond à ces critères-là? Est-ce que ce plan d'entraînement-là répond à ces critères-là? Donc, je pense que c'est un peu ça, les webinaires qui vont fournir, ils vont permettre d'outiller les gens d'avoir un meilleur esprit critique, de meilleure connaissance pour prendre les bonnes décisions pour eux, pour dire, ben, moi, je vais essayer ça parce que je pense que moi, ça va réussir parce que X, Y, Z. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important. Instructif, ces webinaires-là. On apprend. C'est comme si c'était 2 livres. C'est comme si je lisais des livres, mais de façon beaucoup plus intéressante parce qu'un, tu es un très bon vulgarisateur, puis c'est le fun de t'écouter. Tu expliques des phénomènes, puis je pense que les gens sont curieux. Curiosité incroyable. En tout cas, moi, je m'en rends compte dans nos cliniques aussi. Je regarde si on a d'autres questions avant. Il est bientôt 1 heure. On a encore presque 200 personnes. Hélène, 44 livres de trop. Que me conseillez-vous? Écoute, j'ai ma guide au Vietnam qui est là, j'en reviens pas. Quand je suis allée au Vietnam, j'avais Tran, qui est une super guide. Si on peut voyager puis qu'on va au Vietnam, c'est tellement drôle. Regarde, c'est cute. On a gardé contact, puis Tran, j'ai rencontré toute sa famille. Elle m'a invitée chez elle. J'y ai payé une belle robe de princesse. Écoute, puis c'est ça. Puis on l'adorait, puis je pleurais qu'on l'a quitté. Ben là, elle me retrouve sur Facebook. Hey, c'est un plaisir, ma belle. Bon, et Hélène ici qui nous dit 44 livres de trop. On commence par quoi, là? Parce que là, tu dis, bon, j'ai 44 livres, c'est pas 100 livres non plus. Je fais quoi? Première chose, c'est de s'assurer l'état de santé actuel. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Donc, à quand remonte le dernier bilan de santé, dernière prise de sang. Donc, s'assurer que, parce que c'est pas la même approche si on est diabétique de type 2, hypertendu, avec de l'hypercholestérolémie, que si on a juste du poids en trop, puis que le reste, c'est tout beau. Donc, ça change un petit peu la dynamique de l'approche. Alors, ensuite de ça, c'est tout simplement d'avoir une idée peut-être un petit peu plus précise de ce qu'on mange. Ensuite de ça, d'avoir une idée de ce qu'on bouge en termes d'activité physique. Donc, je pense que c'est des éléments qui vont être importants à chercher à déterminer. Donc, moi, j'utilise entre autres le téléphone intelligent pour savoir compter les pas, puisqu'à peu près tout le monde a son téléphone intelligent. Ça va donner une idée. Est-ce que je bouge beaucoup dans ma journée? Pas beaucoup. C'est des journées que je bouge plus, que je bouge moins. Puis après ça, c'est chercher à bouger plus sans nécessairement manger plus. Exact. Puis là, ça m'amène à la question de Mathieu. Le ratio nutrition-exercice pour perdre du poids. Tout le monde a son opinion sur le sujet. Ouais, c'est le fameux 80-20, là, qui... Mais moi, je dis ça, peut-être que je me trompe, mais je dis 80%, c'est l'assiette. Mais je ne sais pas si je suis encore d'actualité quand je dis ça. Ouais, ben, tu sais, moi, je fais une allusion à la comptabilité. C'est comme si je vais voir mon comptable, puis je lui dis, voici mes revenus, je te donne pas mes dépenses, puis ça va-tu bien? Ma business va-tu bien? Il va dire, ben, j'ai besoin des deux. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important? Est-ce qu'en entreprise, mes revenus sont plus importants que mes dépenses? Ben, tu sais, ça dépend de tes revenus et de tes dépenses, mais dans le fond, c'est la relation entre les deux qui est importante. C'est beaucoup plus facile de contrôler les apports caloriques. Je peux, dans une journée, manger 0 calories. Ouais. Puis je suis sûr que j'ai mangé 0. Je ne mange rien, je suis sûr que j'ai mangé 0. L'activité physique, augmenter de 200 calories sur ma journée, 300, 400, je ne suis pas sûr que je le fais. C'est ça. Alors, c'est ça qui est pour ça qu'on a tendance à plus facilement gérer avec les apports nutritionnels, parce que c'est un peu plus facile de gérer une restriction qu'à travers l'activité physique. Ah, c'est sûr. C'est ça, là. Oui, tout à fait.
Que pensez-vous du jeûne intermittent? Ben justement, t'en parles dans le webinaire de la chrononutrition puis de la prise alimentaire qui commence plus tard dans la journée, là. Ouais, tu sais, le jeûne, comme à peu près n'importe quel apport diète ou intervention nutritionnelle, mais il faut toujours voir c'est quoi les conséquences, c'est quoi l'effet que ça va avoir. Si le fait de faire du jeûne intermittent ou peu importe les formats qu'on a, ça fait en sorte que je consomme moins de calories sur 24 heures, que je suis en santé, puis je suis capable de bouger, ben, c'est une super bonne approche. Puis une petite anecdote là-dessus, moi, le jeûne intermittent, au début, quand ça sortit, j'étais contre. Je disais, ah non, ça n'a pas de bon sens, ça va. Puis j'ai remarqué que, ben, moi, je faisais ça. Parce que bien souvent, je déjeunais pas, puis je travaillais, puis ça, ben, je dînais vers 1 heure, puis je me dis, ben, je m'entraîne le matin, ça va super bien, puis c'est pas nécessairement problématique, mais je perdais pas de poids. Ça peut marcher pour certains, ça peut moins bien marcher pour d'autres. Fait que c'est vraiment à voir c'est quoi l'effet que ça a sur nous. Et comme tu dis, l'effet dans les études que j'ai lues sur le sujet, c'est beaucoup qu'en général, mettons, le matin, une personne va manger 500 calories. Avec le jeûne, mettons, tu dis, je mange le midi à 8 heures, ben, on va compenser un peu au cours des autres repas parce qu'on n'a pas déjeuné, donc l'appétit est un petit peu plus important, mais pas suffisamment pour compenser le 500 calories qui n'a pas été mangé. Donc, chez certaines personnes, par exemple, ils vont manger 250 calories de plus le repas du midi, mais on est toujours en déficit journalier de 250 calories. Puis, il y a le fait d'arrêter 1 heure. Si j'étais à 8 heures, j'arrête. Bien là, tu écoutes ton émission préférée. Normalement, tu aurais mangé des chips, des biscuits. Mais là, tu dis, ben non, je fais mon jeûne, il faut que j'arrête à 8 heures. Donc, il y a le fait que tu grignotes pas toute la soirée aussi, qui a un impact. Mais grosso modo, on vient à cette loi mathématique de base, c'est que je mange moins de calories dans ma journée et c'est ça qui fonctionne. Si c'est le jeûne intermittent qui vous permet de faire ça, parce que c'est facile à entrer dans votre quotidien, ça nous va. Mais assurez-vous de rencontrer vos besoins en vitamines, minéraux à travers vos plages horaires de la journée. Si vous mangez 2 repas, 2 collations, on devrait arriver à rencontrer les besoins en vitamine A, en calcium, en vitamine D, là, quoi qu'on recommande le supplément dans ce cas-là. Mais si je prends juste un repas toute la semaine, pas sûr de rencontrer mes besoins en sélénium, en zinc, en calcium, et c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Mais le jeûne, on a quand même des bons résultats, mais pas chez tout le monde, parce que sur 12 mois, le jeûne n'est pas plus efficace qu'une restriction calorique traditionnelle. Donc, on revient à c'est la restriction qui fonctionne, tu sais. Exact. Le plus bel exemple de ça, c'est le ramadan. Oui. Où est-ce que, bon, oui, il y a des gens pendant le ramadan, ils vont perdre du poids, d'autres, ils n'en perdront pas, puis il y en a qui vont en prendre. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi il y a des aspects culturels, il y a des aspects sociaux, tu sais, le fait que si je fais un jeûne intermittent, puis je suis seul dans mon ménage à faire ça, puis le reste de la famille ne le fait pas. Donc, il y a différents aspects là, qui peuvent influencer ça. Fait que c'est vraiment de voir la réponse individuelle à ça, puis est-ce que c'est compatible aussi avec un mode de vie sain? Ça, j'aime ça. Est-ce que c'est compatible? Puis socialement, est-ce que ça passe? Tu sais, si je commence à manger à midi, puis qu'il y a quelqu'un au bureau j'ai une faim peut-être qui commence à se manifester, quelqu'un m'offre un muffin maison, puis « Ah non, je suis sur le jeûne, mais tu aurais faim pour le manger. » Tu sais, des fois, c'est tout ce qui vient autour. Est-ce que les webinaires sont préenregistrés? Oui, puis sont prêts. C'est le lancement officiel. Ils sont bons, je vous le dis. Les webinaires sont bons. Je vous rappelle qu'on a un prix spécial pour aujourd'hui. Moi, j'ai appris plein d'affaires et c'est vraiment à date. Tiens, je mets nos noms, écoutez, là, j'essaie de mettre ma dernière, c'est ça. Un webinaire, 40 $, 2 pour 60 sont préenregistrés. C'est Maxime avec vraiment des données très actuelles. Fait que si vous en prenez 2, c'est 30 $ le webinaire. Ça dure grosso modo 1 heure et on apprend plein de choses. Moi, je vois vraiment ça comme un cours. Puis il y a beaucoup qui me disent, puis ça va être que ça, nos webinaires. C'est comme un cours. On va avoir Richard Béliveau, on va avoir Angelo Tremblay, on va avoir Benoît Lamarche. On n'a que des tops qui viennent nous parler de leur spécialité. Fait que c'est comme si vous auriez l'occasion de vous asseoir à l'université avec ces professeurs-là
pour vous vulgariser la science. Puis il y en a beaucoup qui nous disent tout le temps, ben je veux apprendre, j'aurais aimé étudier là-dedans. Mais les webinaires sont faits pour ça. Donc, on en lance 2 aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se greffent au cours des prochaines semaines. C'est sur ma boutique. Tout est vendu sur ma boutique, isabellehuot.com. Et ben, c'est ça, c'est un petit résumé qu'on vous a fait avec Maxime aujourd'hui. Mais le contenu est vraiment très, très riche. Y a-t-il d'autres questions? Ben, je pense que ça va. Écoute, ça fait déjà 1 heure et on a encore presque 200 personnes. Ben, merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite à suivre également Maxime sur sa page Dr. Kin. Il fait, je pense, que des programmes avec des gens là que tu suis aussi. Oui, de l'intervention qui se fait là, tant en activité physique, en gestion de poids, puis il y a beaucoup de contenu. De plus en plus, je mets du contenu que j'essaie de rendre ça plus accessible. Mais tu sais, les cours que je vais enseigner à l'université, bien souvent, je vais les rendre disponibles, le contenu en cours en ligne aussi. Fait que ça peut être intéressant. Je pense que, tu sais, je dis toujours, si moi je l'ai appris, je l'ai compris, pas mal tout le monde est capable d'apprendre puis de comprendre. Là, tu sais, je pense qu'il y a des choses intéressantes puis c'est fascinant. Là. Tout ce qui est dépenses caloriques, apport calorique, la balance énergétique, là, moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fascinant. C'est vraiment un domaine fascinant puis on en apprend tous les jours, mais la formation est vraiment, vraiment à date. Les gens nous disent que ça va être sur ma plateforme en tout temps. C'est juste là, on a un prix de lancement. Donc, on a quand même un 20 $, 10 $ de rabais sur chacun, 20 $ si vous prenez le duo. Donc, c'est le prix qui est spécial, mais il va être en tout temps sur la plateforme. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Merci à vous deux. C'est très intéressant. Du contenu, bon, ben je pense que ça va pour les questions. Je ne veux pas te retenir plus longtemps. Ça fait presque 50 minutes qu'on est ensemble. Merci encore tout le monde. La semaine prochaine, on parle cuisine avec la chef Mélanie Marchand. Et en février, qu'est-ce qu'on a en février? On a d'autres invités de choix. Là. Je me souviens plus par cœur, mais ça va être toujours le fun. Ça va être ça va être des intervenants très variés cette année. Donc, ben merci encore, Dr. Kin, pour tout. Ah, merci à toi. drkin.com pour le suivre et isabellehuot.com pour l'achat de webinaires. Alors, je vous dis à bientôt tout le monde et Maxime reste là, je te reviens. Super. Bye bye.